Bonjour et bienvenue d'emblée. Aujourd'hui, on se penche sur un exercice assez spécifique mais central, surtout en France, la dissertation philosophique. Vous savez, celle du bac notamment. Bonjour. Oui, un exercice parfois un peu redouté. Exactement. Alors, pour décortiquer ça, on s'appuie sur un guide Réussir la dissertation philosophique. Notre but, comprendre les étapes, voir comment on peut aborder cette réflexion écrite. C'est exigeant, on le sait, mais on va voir que c'est aussi très structuré. Tout à fait. Et ce qui est important de comprendre d'emblée, c'est que ce n'est pas juste écrire pour écrire. Non, c'est vraiment construire une réflexion argumentée. Une sorte d'empête, en fait. C'est une bonne image, oui, une enquête philosophique. Face au sujet, une question ou une affirmation, il faut identifier un problème, l'analyser de façon critique, et puis proposer une réponse, une solution argumentée. D'accord. Et pour ça, il y a une structure quasi incontournable. Les fameuses trois parties, introduction, développement et conclusion. Justement, cette structure, le guide sur lequel on s'appuie, il insiste beaucoup sur une chose. Deux temps bien distincts. D'abord, la préparation au brouillon et seulement après, la rédaction. Pourquoi cette phase de brouillon est si capitale? On pourrait se dire, bon, je jette quelques idées. Ah non, justement, le guide est très clair là-dessus. Cette phase au brouillon, c'est pas juste une ébauche, c'est là que se fait le vrai travail intellectuel. C'est là que tout se joue. En grande partie, oui. C'est le moment où on décortique le sujet, on s'assure de bien comprendre toutes les nuances, pour éviter le pire, leur sujet. Le fameux hors-sujet, la hantise. Exactement. Le guide le dit. Négliger le brouillon, c'est la cause numéro 1 du hors-sujet. C'est un peu comme construire une maison sans fondation solide. D'accord, je vois l'image. Voilà. Donc, passer du temps sur ce brouillon, c'est vraiment investir dans la solidité de toute la dissertation. Alors, ces fondations solides, comment on les construit concrètement? Le guide parle d'une première étape dans ce brouillon, la compréhension du sujet. Et ça passe par deux choses. L'étude parcellaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Décortiquer mot à mot? C'est un peu ça, oui. Parcellaire, ça veut dire qu'on prend le sujet morceau par morceau. On isole les mots importants, les concepts clés, le verbe, les connecteurs. Mhm. Et on essaye de les définir. Mais attention, le guide insiste. Pas une définition générale apprise par cœur, non. Il faut chercher le sens précis du mot dans ce sujet-là. Ah oui, dans le contexte. Exactement. Le mot liberté, par exemple, il n'aura pas tout à fait le même sens dans « suis-je libre de faire ce que je veux ?» et dans « la technique nous libère-t-elle ?» Il faut saisir cette nuance. D'accord. Et après cette étude parcellaire, Après ce travail un peu minutieux sur les mots, vient la reformulation. C'est une sorte de test. Est-ce que j'arrive à redire le sujet avec mes propres mots en utilisant les définitions que j'ai trouvées? pour vérifier qu'on a bien compris en somme. C'est ça permet de se l'approprier, de le rendre plus clair pour soi-même. Et c'est fou de voir comment ce travail sur les mots peut déjà orienter toute la suite de la réflexion, quoi. D'accord. Donc on a bien compris les mots, on a reformulé pour être sûr, et après on arrive à l'étape qui fait souvent un peu peur, la problématisation. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Il faut trouver le problème central. Oui, le cœur du réacteur, si on veut. Problématiser, c'est pas juste mettre le sujet sous forme de question s'il ne l'est pas déjà. Non, c'est plus que ça. Ah oui, c'est mettre le doigt sur la tension, le paradoxe, le conflit qui se cache derrière la question posée. Qu'est-ce qui fait que la réponse n'est pas évidente? Pourquoi ça pose question, en fait? Et comment on le trouve, ce fameux problème? Le guide donne des astuces? Il suggère par exemple de regarder les présupposés du sujet. Qu'est-ce que le sujet suppose comme allant de soi? Et si on remettait ça en question? Ou alors mettre en tension les différents mots-clés qu'on a définis juste avant. D'accord. Le désir est-il par essence tension vers ce qui manque, incluant potentiellement l'inaccessible, ou doit-il rester ancré dans le réalisable pour ne pas être source de frustration? Tu vois l'idée? Oui, oui, ça fait émerger une vraie question qui demande discussion. Et ce problème, il faut le formuler comment? Sous forme de question. Une question directe et précise qui va servir de fil rouge à toute la dissertation. Mais attention, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a ce problème central, le guide dit qu'il faut identifier les aspects du problème. Les aspects, c'est-à-dire? Ce sont des questions secondaires, plus spécifiques, qui découlent du problème principal. Elles vont décomposer la grande question en étapes plus faciles à analyser. Ah, d'accord, comme des sous-questions. Exactement. Pour notre exemple sur le désir et l'impossible, on pourrait se demander quelle est la nature du désir? L'imagination a-t-elle un rôle dans le désir? Désirer l'impossible, est-ce forcément négatif? Ces questions, en fait, elles dessinent déjà le plan du développement. Ah, malin. Elles servent de feuille de route pour l'argumentation. C'est tout à fait ça. Super intéressant. Donc, on a compris problématiser avec les aspects.
qu'est-ce qui reste à faire au brouillon? Ah oui, le fameux plan détaillé du développement. Là, il faut pas juste lister les idées en vrac, j'imagine. Ah non, surtout pas. Le plan détaillé, c'est l'architecture de la pensée. Le guide insiste, il faut définir les grands axes de l'analyse. Logiquement, ces axes répondent aux aspects du problème qu'on a identifiés. D'accord, ça suit une logique. Oui, une progression. Chaque axe, c'est une étape de la réponse au problème central. Et pour chaque axe, il faut prévoir quoi? Des arguments précis. Pourquoi on pense cela? Qu'est-ce qui soutient cette idée? Et les illustrations, le guide en parle beaucoup. C'est si important? Crucial. Un argument sans illustration, ça reste abstrait, ça flotte un peu. L'illustration, c'est ce qui ancre l'argument dans le concret, qui le rend convaincant. Et ça peut être quoi comme illustration? Forcément des citations de philosophes? Alors oui, les références philosophiques sont bienvenues. Un concept d'un auteur, une citation bien choisie et expliquée, une théorie, mais le guide encourage aussi à aller chercher ailleurs, Ah bon? Où ça? dans ce qu'il appelle les connaissances extra-philosophiques. Ça peut être un exemple tiré de la littérature, un personnage, une situation. Ça peut être une œuvre d'art, un fait historique, une découverte scientifique. Même l'actualité, si c'est analysé avec un peu de recul philosophique. D'accord, donc on peut mobiliser toute sa culture en fait. Exactement. Ça montre que la philosophie, ce n'est pas déconnecté du monde. Donc ce plan détaillé, avec ses axes logiques, ses arguments, ses illustrations, c'est vraiment la garantie d'un développement solide et cohérent. Le guide prévient, une fois qu'il est fait, on s'y tient pendant la rédaction. Compris. Le travail de brouillon est donc énorme en fait. C'est presque tout le travail de réflexion qui est fait là. En grande partie, oui. La rédaction devient alors la mise en forme de cette pensée déjà structurée. Alors justement, passons à la rédaction. On commence par l'introduction. Le guide dit que ce n'est pas juste une petite formalité. Quelles sont les étapes pour une bonne intro? Il y a une amorce pour commencer. C'est ça. L'introduction a plusieurs boulots à faire très vite. Ça commence souvent par une amorce ou une contextualisation. Il faut amener le sujet, montrer pourquoi il est intéressant. On peut partir d'un constat, d'une définition, d'une citation pertinente, d'un paradoxe. Pour capter l'attention, en quelque sorte. Voilà. Et juste après cette amorce vient le moment clé, l'énoncé du problème central, la question qu'on a formulée au brouillon. C'est le cœur de l'intro. D'accord. Et on s'arrête là pour l'intro? Non, il y avait les aspects du problème aussi. On les met où? Juste après le problème central. C'est l'étape suivante. On énonce les questions secondaires, les aspects du problème. Et en faisant ça, on fait quoi? On annonce le plan du développement. Ah oui, mais sans dire dans ma première partie, c'est ça? Exactement. C'est plus intégré. En posant ces questions à la suite, on montre le chemin qu'on va suivre pour répondre au problème principal. Du coup, l'intro, elle fait tout. Elle présente le sujet, elle le transforme en problème et elle annonce les étapes de la réflexion. Elle donne la carte au lecteur. C'est clair. Le cadre est posé, on entre alors dans le vif du sujet, le développement. C'est là qu'on va argumenter, analyser, en suivant le plan du brouillon à la lettre, j'imagine. À la lettre, oui. Le développement, c'est l'exécution du plan. On suit la logique des axes qu'on a définis. Chaque axe devient une partie. Mhm. Et dans chaque partie, on déploie les arguments. Et pour chaque argument, on n'oublie pas le trio EBSIS. Énoncer clairement, expliquer pourquoi c'est pertinent, et illustrer avec une référence philo ou un exemple extra-philo, toujours analysé. Et entre les grandes parties, les grands axes, comment on passe de l'un à l'autre? Ah, point important, les transitions. Le guide insiste là-dessus. Il ne faut pas juste coller les parties les unes après les autres. Une bonne transition, ça fait un mini bilan de ce qu'on vient de dire et ça introduit la suite. Souvent avec une question qui relance. Pour montrer que ça s'enchaîne logiquement? Exactement. Par exemple, après une partie qui expose une thèse, la transition peut soulever une objection ou une limite. Et hop, ça introduit l'antithèse ou la nuance qui va suivre. Ça assure la fluidité et ça montre que la pensée avance. D'accord, c'est vraiment une construction très articulée. Après ce développement, on arrive à la fin, la conclusion. Comment on termine proprement? Pas juste un résumé, j'espère. Le guide parle d'un bilan. Oui, première étape de la conclusion, le bilan de la discussion. Mais attention, c'est pas un résumé détaillé genre « j'ai dit ça, puis ça, puis ça ». Non. Alors c'est quoi? C'est rappeler très vite les grandes étapes du raisonnement, montrer comment on a progressé. On est parti de là, ça nous a mené à nuancer comme ça, pour finalement arriver à telle idée. Ça récapitule la logique suivie, et ça prépare le terrain pour l'étape finale de la conclusion. L'étape finale, j'imagine que c'est la réponse à la question de départ. Bingo!
Après le bilan, il faut absolument donner une réponse claire et précise au problème central qu'on avait posé dans l'introduction. C'est l'aboutissement. Il faut trancher en quelque sorte. Il faut proposer une réponse. Elle ne sort pas de nulle part, attention. C'est le résultat logique de toute l'argumentation menée dans le développement. C'est le point de vue final, nuancé, auquel on est arrivé. Mhm. Et le guide dit bien, cette réponse doit être justifiée, même rapidement, en rappelant les arguments clés qui la soutiennent. Ce n'est pas forcément la vérité absolue en étant philo, mais c'est une position réfléchie, étayée. D'accord. Donc on part d'une question, on chemine et on arrive à une réponse fondée. C'est logique. Tout au long, on sent cette exigence de rigueur. Le guide insiste d'ailleurs. Il faut respecter cette méthode scrupuleusement. Et il liste les choses à éviter. Les fautes de français, bien sûr, mais aussi les contresens, les confusions, les digressions, le hors-sujet partiel, les amalgames. Respecter la méthode, c'est donc la clé. C'est vraiment ça le message fort. La dissertation philo, vue comme ça, c'est avant tout un exercice de pensée rigoureuse. La structure intro, développement argumenté, conclusion, bilan et réponse, c'est pas juste pour faire joli. C'est ce qui permet d'être clair, cohérent, pertinent. C'est un outil pour bien penser, en fait. Exactement. En suivant ces étapes, on apprend à organiser sa pensée face à une question complexe, à peser des arguments, à construire un raisonnement solide. La méthode est au service de la pensée, elle l'aide à être plus efficace, plus convaincante. Donc si on résume les points essentiels de cette exploration, 1. L'importance énorme du brouillon, bien comprendre, problématiser, faire un plan détaillé qui est une vraie stratégie. Tout à fait. Et 2. Une rédaction qui suit ce plan rigoureusement. Intro qui pose les enjeux, développement argumenté et illustré avec des transitions logiques, et conclusion qui fait le bilan et répond à la question. C'est une excellente synthèse. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion. Une question pour nos auditeurs peut-être. Ah oui. Au-delà de l'exercice scolaire, du bac, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Cette capacité à décortiquer un sujet, à problématiser, à structurer une argumentation, à répondre de façon méthodique. Bonne question. Est-ce que ce n'est pas une compétence super utile dans plein d'autres domaines de la vie? Savoir analyser une situation, trouver le vrai problème, peser le pour et le contre, argumenter une décision. C'est vrai que ça dépasse largement le cadre de la philo. Peut-être que le plus grand bénéfice de cette méthode, finalement, c'est pas juste de réussir un examen, c'est peut-être d'apprendre à penser plus clairement, plus rigoureusement, tout simplement.